Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information, webinaire d'actualité, je dois dire, concernant un petit peu tout ce qui se passe dans le monde bancaire, le monde financier aujourd'hui, qui est secoué par différentes crises. Et à l'Institut français de gestion et à l'Institut de haute finance, marque phare de l'Institut français de gestion, dirigé par le professeur Philippe de Certi, nous avons souhaité effectivement bien vous informer sur quelques points par rapport à ce qui est en train de se passer, les tenants, les aboutissants. On a vu les banques américaines, la Silvergate, la Silicon Valley Bank, la SVB, le Crédit Suisse, la Deutsche Bank. Donc, autant de noms qui ont donné, on va dire, des sueurs froides, il faut dire, au monde de la finance ces dernières semaines. Alors, je m'adresse au professeur Philippe de Certine, directeur de l'Institut d'Haute Finance, qui nous a fait l'amabilité de venir échanger avec vous. Vous êtes très, très nombreux, vous êtes inscrits et connectés pour ce webinaire d'actualité. Philippe, bonjour. Bonjour, Jean. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Très bien, très bien. Alors, nous sommes en direct de la Défense sur les nouveaux locaux de l'Institut français de gestion et de l'Institut d'Haute Finance à la Défense. Donc, pour pouvoir échanger un petit peu sur cette actualité brûlante, je dirais. Et la première question pour lancer un petit peu votre débat et vos échanges avec nos participants, puisque tous nos amis qui se sont connectés, très nombreux de France, d'Afrique, etc., auront l'occasion de poser des questions. Je vous demanderai de cliquer sur l'onglet questions. Et puis, au fil de l'eau, on va récupérer vos questions et puis on y viendra au fur et à mesure avec le professeur Philippe de Certine. Alors, la menace d'une crise systémique pèse-t-elle sur la planète bancaire et les marchés financiers mondiaux? Philippe de Certine, c'est à vous. Merci beaucoup, Jean, et merci pour ce lancement un tantinet angoissant. Donc, on va effectivement peut-être d'abord aujourd'hui être relativement calme. Les marchés se reprennent depuis 3 jours. Et je dirais notamment les marchés mondiaux remontent parce que les banques qui ont énormément perdu de valeur, et là effectivement quand on regarde la valeur perdue au cours des 3 dernières semaines, on va dire notamment des 2 dernières, ça se chiffre en centaines de milliards de dollars. Donc là effectivement, ce que l'on voit sur les marchés depuis 3 jours, c'est un peu partout dans le monde, les valeurs bancaires qui avaient très lourdement dévissé. Et évidemment, nous rappelant de ce point de vue le scénario redouté de 2007-2008. Donc, ces valeurs bancaires, un peu partout, remontent fortement, récupèrent les cours qu'elles pouvaient avoir avant ce que l'on peut appeler effectivement peut-être une mini-crise bancaire, ou en tout cas une crise bancaire qui s'est traduite, vous l'avez souligné, par tout de même la faillite de la 16e banque américaine, la 2e plus grande faillite de l'histoire des banques américaines, donc c'est pas rien. Je dirais 2 autres banques qui ont fait faillite, donc Silvergate, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean, qui est une banque qui était plus spécialisée dans les cryptos et qui était une petite banque. En revanche, une banque beaucoup plus grosse, mais qu'on oublie et que d'ailleurs vous n'avez pas cité, elle est un peu passée à l'as, Signature. Signature, c'est une très grosse banque, 14e banque, je dirais américaine. Donc là, on est aussi avec un événement très important. Et puis, First Republic, qui n'a pas fait faillite, mais qui a été repris par 11 banques, avec les 4 plus grandes banques américaines qui ont chacune remise 5 milliards de dollars, je dirais, à l'intérieur de First Republic pour essayer de sauver cette banque. Donc ça, on a eu, je dirais, cet événement très important sur la finance américaine, on va y revenir, avec d'ailleurs, je dirais, les autorités qui ont été en première ligne pour remonter la confiance des investisseurs et des déposants vis-à-vis des banques. Les déposants, ça c'est un point très très important, on va y revenir dans toutes les informations que nous pouvons avoir, et c'était évidemment la première phase. La deuxième phase, à quelques heures près, puisque c'est vraiment en heures que ça s'est joué, c'est ce qui s'est passé en Suisse autour du Crédit Suisse, qui a commencé effectivement à entraîner l'ensemble des banques européennes dans une logique extrêmement baissière, en disant est-ce que, en fait, ce que l'on craignait, c'est-à-dire une possibilité de transfert de la crise. Alors, vous voyez, quand on dit la crise, tout de suite, les autorités comme les patrons de banque s'empressent de dire qu'ils ne sont pas exposés.
Et là, on a eu très très vite, après les faillites américaines, je dirais l'ensemble du monde bancaire et du monde politique européen notamment, soulignant que les expositions étaient très faibles et que par conséquent, le risque de contagion directe était extrêmement réduit. Mais en réalité, c'est la contagion indirecte que l'on a vu se produire et que l'on peut redouter, sur laquelle on va revenir, parce que cette contagion indirecte, elle provient d'une faiblesse structurelle du système financier, du fait de la remontée très violente des taux d'intérêt que nous connaissons depuis un an, remontée très violente des taux d'intérêt, issue elle-même d'une poussée très violente et je dirais très universelle de l'inflation. Donc, on a bien eu cette communication de la crise autour de Crédit Suisse. Ensuite, et donc là, évidemment, les choses se poursuivent, ou se sont poursuivies vendredi dernier, je dirais une communication sur le même type, c'est-à-dire sur le même type d'inquiétude, là peut-être davantage relié au problème de la liquidité, et éventuellement du blocage de la liquidité, ou en tout cas des recherches de liquidité du système bancaire. Ça nous ramène à nouveau sur la crise des banques américaines, je dirais, qui s'est propagée sur une autre banque considérée comme faible, ou en tout cas ayant eu des faiblesses fortes au cours des dernières années, qui n'est ni plus ni moins quand même que la première banque allemande, la Deutsche Bank. Et donc la Deutsche Bank, qui a dévissé elle aussi de 9% sur les marchés à peu près vendredi dernier, a entraîné à nouveau je dirais, une situation de stress très très fort pour l'ensemble des valeurs financières. Crédit Suisse et encore plus Deutsche Bank sont des banques dites systémiques. Des banques systémiques, c'est-à-dire dit autrement des banques dites too big to fail, trop grosses pour faire faillite. Pourquoi? Parce que leur faillite entraînerait automatiquement, du fait des imbrications des opérations bancaires, entraînerait automatiquement des pertes pour énormément de banques du système bancaire international. Et les pertes, c'est évidemment ce qui va immédiatement fragiliser la situation bancaire. Cela signifie que cela diminue de manière forte les capitaux propres, les fonds propres bancaires, et que si l'on a cette diminution forte des fonds propres, eh bien, la banque, peut se retrouver en dehors des obligations de régulation qui exigent des niveaux de fonds propres suffisants justement pour prendre les pertes en cas de problème, voire même en situation de faillite en cas de fonds propres insuffisants, de pertes trop fortes que les actionnaires ne veulent ou ne peuvent compenser, tout ça étant évidemment ce contexte dans lequel nous sommes autour de cette problématique bancaire. Alors, on va revenir sur ces 3 épisodes pendant lesquels les autorités ont été très très fortement mises à contribution et ont pris des décisions extrêmement importantes, des décisions qui, dans le monde de la finance, et c'est pour ça, vous voyez, qu'à l'Institut de haute finance, nous avons une approche qui est une approche globale, parce qu'on doit intégrer la logique économique, là très clairement c'est elle qui est à l'origine de la problématique bancaire, et d'autre part, on doit intégrer aussi, par exemple, la logique juridique. Nous avons à l'Institut de haute finance cette vision d'ensemble, puisque nous avons un certain nombre de décisions de caractère juridique qui ont été prises par les autorités, qui étaient des décisions pour le moins, je dirais, imprévues, pour le moins inattendues, et qui d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, j'évoquerai tout à l'heure le fait d'avoir décidé de sacrifier une partie importante du dispositif bancaire en cas de faillite, c'est-à-dire des dettes obligataires, donc également appelées A Tier 1, donc dans le système bancaire. Dans le cas suisse, donc les A Tier 1 ont été sacrifiés par les autorités suisses, en s'appuyant évidemment sur une clause juridique qui le rendait possible, mais en préférant ce sacrifice à celui de faire porter aux actionnaires, ce qui normalement est bien le sens dans lequel on doit envisager, je dirais, la diffusion des pertes. Donc, au lieu de faire porter aux actionnaires, on a fait porter directement à des prêteurs certes particuliers, donc à Tier 1, on va y revenir aussi sur leur signification, mais qui est très clairement une contradiction avec le droit bancaire, avec le droit financier, avec le droit civil, pourrait-on dire, et le droit commercial classique.
dans n'importe quelle faillite, logiquement, l'actionnaire est le capitaine du navire, c'est lui qui doit prendre les pertes d'abord. Et évidemment, lorsque, je dirais, on a l'actionnaire qui est complètement ruiné, c'est à ce moment-là que pour payer les créanciers, on va utiliser le cas échéant ceux qui se sont embarqués aux côtés de l'actionnaire pour assumer ce risque en cas de faillite. Dans le cas de la Suisse, on a eu justement cette sorte de décision un peu extraordinaire de dire ce n'est pas le capitaine qui est immédiatement touché, mais ce sont ceux qui ont été embarqués avec lui à Tier 1. Cette décision a entraîné d'ailleurs, et donc là on est bien dans les actions des autorités, je dirais un communiqué spécial de la Banque Centrale Européenne la semaine dernière. Vous voyez, tout ça, nous, à l'Institut de haute finance, évidemment, c'est des choses qu'on suit de très très près. Un communiqué spécial disant qu'il était hors de question que cette jurisprudence puisse s'appliquer à l'Union européenne en disant, dans le cadre de la zone euro, nous sommes évidemment toujours avec une hiérarchie classique dans les financements. Ce sont les actionnaires qui prennent en premier les pertes et en aucun cas les A Tier 1, c'est-à-dire les prêteurs qui seraient effectivement embarqués pour accepter une prise de perte en cas de difficulté bancaire. Et là, bien sûr, ça nous ramène peut-être à cette problématique de la Deutsche Bank qui elle-même s'est retrouvée en difficulté du fait d'un remboursement anticipé de ce qu'on appelle des dettes subordonnées. Et là encore, tous ces termes, j'imagine, pour ceux qui ne sont pas familiers au monde financier, peuvent vous sembler un peu obscurs. Tous ces termes sont ceux que nous détaillons. J'ai peut-être l'œil gourmand en vous disant ça, parce que ce sont des choses passionnantes, évidemment, que nous détaillons dans les programmes de l'Institut de haute finance. Et notamment, vous voyez, les financiers ou les dirigeants, parce que les dirigeants doivent bien comprendre que toutes ces solutions et toutes ces approches sont très importantes pour constituer un financement solide ou en tout cas un financement à l'épreuve des crises à l'intérieur des structures financières. Je dirais ces questions sont évidemment les questions centrales qui étaient aussi au cœur de l'actualité ces derniers jours. Donc, les dettes subordonnées, juste donc pour revenir sur ce terme, qui est au cœur de la difficulté de Deutsche Bank, en tout cas de la décote forte qu'a connue Deutsche Bank la semaine dernière. Ces dettes subordonnées sont des dettes, comme leur nom l'indique peut-être partiellement pour les, je dirais pour les non-spécialistes, elles sont effectivement directement, elles aussi, en prise avec un risque de non-paiement en cas de défaut et en cas de difficulté de l'entité à qui le prêteur a prêté. Ça veut dire qu'effectivement, dans la pile, dans la hiérarchie de ceux qui vont perdre de l'argent en cas de faillite, eh bien, elles arriveront très, très vite. Alors évidemment, après, ceux qui sont équivalents à Tier 1, c'est-à-dire équivalents à des fonds propres, elles arriveront après, mais juste après. Et donc, effectivement, le créancier normal, le créancier chirographaire, le créancier, par exemple, le salarié, sera payé bien avant, je dirais, toutes les dettes, je dirais, en dernier lieu. Donc là, on est bien encore avec des problématiques autour de la notion juridique et des problèmes, on va dire, mis en place pour essayer d'éviter la faillite. Alors, dans ce panorama, et c'est plus qu'une introduction parce que je pense que c'est important, je dirais, d'avoir cette vision d'ensemble, dans ce panorama, il faut évoquer évidemment l'information qui est tombée hier, à nouveau concernant le système bancaire, à nouveau concernant les autorités, et on va dire même les autorités internationales, mais sauf que cette fois-ci, ça n'était pas dans le même sens, puisque c'est, je dirais, un certain nombre de perquisitions qui ont eu lieu d'ailleurs ici, à quelques mètres d'où je me trouve, à la Défense, dans plusieurs grandes banques françaises, avec un certain nombre, je dirais, d'enquêteurs internationaux, puisque nous avions notamment, par exemple, des juges allemands qui faisaient partie de cette perquisition, visant à regarder quelle était la responsabilité possible des banques dans des logiques de fraude fiscale. Alors attention, les fraudes ne sont pas avérées, mais on a depuis plusieurs années, du point de vue européen, une question qui se pose sur les prêts de titres, le fait que les banques peuvent recevoir des prêts de leurs clients qui se font non pas en monnaie, mais qui se font en titres mis à disposition de la banque. La banque devient alors, se subroge au propriétaire pendant le temps du prêt de titre. Or, ces prêts de titres ont lieu de façon importante en Europe au moment des distributions de dividendes.
Et donc, les clients qui transfèrent les titres au moment des distributions de dividendes peuvent avoir comme finalité, et c'est en réalité toute la question qui tourne autour des banques françaises, des banques allemandes, des banques néerlandaises, d'énormément de banques espagnoles, italiennes, d'énormément de banques de l'Union européenne, pour savoir si ce transfert de titres rentre bien dans des opérations classiques, c'est-à-dire mise à disposition de titres par des clients pour des raisons purement financières, de montage financier, d'opérations financières, ou si ce transfert de titres n'est en réalité associé seulement qu'à la période du versement de dividendes. Pour quel avantage? Eh bien parce que à partir du moment où la banque est sur le territoire national où est coté le titre, elle ne va pas être exposée à l'impôt à la source. Et donc, par conséquent, pendant le temps où la banque est propriétaire, elle ne paie pas l'impôt sur le dividende, alors que le propriétaire de titre étranger aurait, lui, payé l'impôt sur le dividende. Et donc, là, la grande question autour des perquisitions hier est d'analyser toutes les données sur ces prêts de titres et pour regarder si effectivement, ensuite, très rapidement ou de façon pratiquement neutre, c'est-à-dire sans aucune raison économique et financière d'opération, ces banques rétrocèdent le titre à ceux qui les ont apportés en pension et rétrocèdent évidemment avec le dividende, un dividende net d'impôt, voire même avec un partage de l'économie d'impôt entre la banque et le détenteur du titre. Auquel cas, si c'est une opération comme celle-là qui aurait lieu, on est bien dans un cadre de fraude fiscale. Et donc, c'est effectivement ce que peuvent subodorer, d'une part, un certain nombre d'associations en Europe d'actionnaires ou de citoyens ou de contribuables, et d'autre part, un certain nombre de juridictions. Alors, on a évoqué évidemment, puisque ces pratiques ont lieu, les pratiques de prêt de titres existent depuis très longtemps, donc depuis une trentaine d'années. On évoque des sommes astronomiques, hein, des montants autour de 140, 150 milliards globalement en Europe qui auraient été soustraits à l'impôt par ce type d'opération. Ce qui va devoir être regardé, d'où la raison des armées d'auditeurs, enfin, ou plus exactement d'auditeurs de l'administration fiscale qui sont descendus dans les banques, c'est de regarder tous les prêts de titres et tous les prêts de titres au moment de versement de dividendes et regarder si, bien sûr, dans ces périodes, il y avait une justification financière ou économique à ces opérations. Peut-être, vous voyez, j'évoque ce dernier point puisque c'est celui qui est la dernière actualité brûlante. Il concerne à nouveau le système bancaire européen, mais je dirais il le concerne dans l'autre côté. Alors, on pourrait dire évidemment que cette affaire ne vient peut-être pas au bon moment, puisque les banques sont d'abord confrontées à un problème de confiance, et ce problème de confiance a pu entraîner un certain nombre de difficultés au cours des derniers jours, et que là, bien sûr, si vous avez des armées de fonctionnaires des administrations de la fraude fiscale, ce n'est pas véritablement quelque chose qui est censé redonner à confiance ni aux clients ni aux déposants. Néanmoins, on peut aussi voir dans l'autre approche que les derniers jours ont prouvé que les administrations publiques pouvaient être amenées à apporter énormément d'argent pour sauver le système bancaire. Rappelons, en ce qui concerne le Crédit Suisse, que la Banque nationale suisse a ouvert une ligne de crédit sans aucune condition de 50 milliards de francs suisses, c'est-à-dire équivalent 50 milliards d'euros, 50 milliards de dollars, et que d'ailleurs, il faut le rappeler, puisque ça a peut-être été moins publié dans la presse, qu'à ces 50 milliards de dollars, on a eu une ouverture complémentaire de 50 milliards, je dirais, qui pouvaient être souscrites, plus une garantie donnée par le gouvernement fédéral sur 100 milliards. C'est-à-dire on est là sur une mobilisation afin de sauver le Crédit Suisse de 200 milliards d'euros, de dollars ou de francs suisses qui étaient mobilisés tout ou partie, enfin en tout cas pour les 50 premiers milliards à coup sûr, et pour les 150 milliards potentiellement, ce qui sont évidemment des sommes absolument gigantesques pour n'importe quel État, et en particulier pour un État comme l'État suisse. Donc ce qui peut expliquer aussi d'un autre côté que par rapport à l'inquiétude légitime du contribuable, je rappelle peut-être pour les non-français que
le débat autour des retraites pose en France, qui crée beaucoup d'agitation, que là, pour le coup, le monde entier probablement peut voir à sa télévision, sur ses écrans de télévision, on est sur des problèmes de 13, 14, 15 milliards. Donc évidemment, là, quand on voit ce que brutalement les pouvoirs publics doivent être obligés d'engager pour sauver le système financier, on peut comprendre peut-être aussi que les questions fiscales et de fraude fiscale remontent brutalement à la surface en disant qu'il doit y avoir évidemment aussi une attention plus soutenue sur la manière dont les banques participent à l'effort fiscal et donc évidemment participent à la capacité des États de venir, le cas échéant, les aider si le système financier était en fragilité. Notons d'ailleurs que la communication des banques françaises hier a été immédiatement pour signaler leur part significative dans la constitution de l'impôt sur les sociétés, donc plus de 14 milliards par an. Très clairement, on est là, on va dire, dans la problématique globale qui est la nôtre aujourd'hui du point de vue du système bancaire, dont on voit qu'elle a des interactions très multiples. Alors, peut-être si on revient sur les trois grands événements qui, alors là, eux, étaient spécifiquement associés à la fragilité bancaire. Donc, je le rappelle, les faillites de 3 plus 1, hein, de 3 banques plus 1, donc First Republic qui n'a pas fait faillite, mais qui a été repris par 11 banques, donc les banques américaines. Ensuite, la faillite de Crédit Suisse, ou plus exactement la reprise, on va dire que juste avant de faire faillite, finalement, Crédit Suisse a été repris. On va noter d'ailleurs qu'au passage, la Silicon Valley Bank a été également reprise, donc elle s'était placée, comme cela c'est possible aux États-Unis, en situation de faillite, ça veut dire sous Chapter 11, c'est-à-dire sous assistance publique, et que cela a permis à un repreneur de reprendre la banque, de reprendre ses actifs. Donc, Crédit Suisse a été dans la même situation. Évidemment, Deutsche Bank n'est pas dans cette situation-là. Cette banque, évidemment, est tellement gigantesque qu'elle ne peut pas être rachetée du jour au lendemain et sûrement pas rachetée en tant que telle. On pourrait envisager éventuellement un jour sur Deutsche Bank une fusion. Et encore, il n'en est absolument pas question aujourd'hui. Mais on va dire que ce sont ces 3 épisodes qui probablement doivent être reliés entre eux. Je l'ai dit tout à l'heure au démarrage, je crois que derrière ces 3 épisodes, et qui évidemment relativisent le calme revenu sur les marchés aujourd'hui, derrière ces épisodes, on a fondamentalement, on va dire, 2 problèmes majeurs. Le premier, qui est complètement lié à la problématique économique, absolument pas bancaire en tant que telle, ça ne provient pas de la gestion bancaire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, une inflation très importante dans le monde entier qui oblige à une remontée des taux. L'inflation, peut-être, il faut le rappeler, ne doit pas être considérée comme uniquement provoquée par la guerre en Ukraine et par la montée des prix des matières premières, en particulier énergétiques, qui en est résultée. L'inflation était déjà là avant. Nous sommes avec une situation structurellement inflationniste du fait de l'émission de monnaie, de l'émission de dette massive faite dans le monde depuis de nombreuses années. Je rappelle, je l'avais évoqué lors de notre dernier webinaire, que c'est la première cause de la crise de 2007-2008. En allant vite, on va dire 82 000 milliards de PIB en 2008, PIB mondial, 140 000 milliards de dettes. On disait, on a quasiment 60 000 milliards de dettes dans laquelle on n'a pas la contrepartie de PIB réel. Donc, je dirais, cette problématique-là est typiquement une problématique qui conduit à quoi? À un risque de perte de valeur de la dette, de la monnaie, qui s'ajuste en quelque sorte vis-à-vis du PIB. Cette situation qui était celle qui provoque la crise la plus grave depuis 1929 est une situation, on va dire, qui n'a cessé d'empirer depuis, puisque avant la pandémie, nous étions dans une situation à peu près de 92 000 milliards de PIB pour 250 000 milliards de dettes. Et donc, je dirais là, le sauvetage du système financier et du système économique, voire des États après la crise de 2008, s'est en fait traduite par une accentuation du volume de dette, mais avec un mécanisme de garantie pour empêcher le risque qui s'était produit en 2007-2008. C'est-à-dire le risque lui-même est là, mais on a mis en place des systèmes, en particulier de garantie par les banques centrales reprenant elles-mêmes la dette, et en particulier d'État, ce qui est quand même quelque chose de complètement aberrant, on va dire, d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique.
toujours pareil, ça mérite une attention supplémentaire. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que l'on voit dans le cadre de l'Institut des hautes finances. Situation avant la pandémie, mais qui nous conduit aujourd'hui, je l'avais évoqué, donc un PIB prévu pour 2023 de 100 000 milliards de dollars pour le monde et une dette mondiale qui est déjà à plus de 330 000 milliards, c'est-à-dire une énorme augmentation de la dette, notamment depuis la pandémie, avec évidemment cette question très forte, combien vaut la monnaie que l'on émet alors qu'il n'y a pas de PIB en face? Eh bien, c'est clair, elle vaut moins cher, et quand la monnaie vaut moins cher, les prix montent, ça s'appelle l'inflation. Donc, l'inflation galopante qui s'est propagée dans l'ensemble de l'économie mondiale à partir de 2021, et déjà par rapport à la reprise post-pandémie, la guerre évidemment venue en 2022 n'a rien arrangé, l'inflation galopante a obligé les banques centrales à réagir fortement. Alors on va dire pour lutter contre l'inflation, mais surtout pour lutter contre le premier mécanisme extrêmement grave contre lequel on doit se prémunir quand nous avons une montée d'inflation, c'est le fait que l'investissement ne puisse plus se faire, c'est-à-dire l'investissement se tarisse. Pourquoi l'investissement se tarit lorsque l'on est dans une crise de confiance monétaire? Parce que l'investissement par nature est monétaire. Vous voyez, c'est pour ça qu'à l'Institut de haute finance, on commence par travailler les problèmes monétaires avant de rentrer dans la finance. Les premiers séminaires introductifs sont autour de ces questions-là. On doit comprendre comment fonctionne la monnaie, parce que la monnaie, en fait, est au cœur de l'investissement. Je rappelle que dans l'Institut de haute finance, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'investissement de notre bilan. Ce n'est pas la finance du quotidien, même si évidemment on doit la prendre en compte, mais c'est d'abord l'investissement stratégique, c'est-à-dire comment on finance la stratégie d'une organisation. Donc la monnaie, elle est absolument centrale pour que l'investissement ait lieu, dans la mesure où l'investisseur a une logique monétaire. Il propose de la monnaie, il récupérera de la monnaie, il est rémunéré en monnaie. Dès lors que nous sommes en situation d'inflation et de risque de perte de valeur de la monnaie, on risque de casser le mécanisme d'investissement, auquel cas il n'y a plus de PIB, et auquel cas, évidemment, la tension inflationniste ne cesse d'augmenter. Donc, c'est la raison pour laquelle les banques centrales, pour permettre de sauver le processus d'investissement, acceptent un risque de récession en augmentant les taux d'intérêt. Risque de récession, pourquoi? Parce que augmentant les taux d'intérêt, ça veut dire que l'investissement devient plus cher et que par conséquent, l'investissement se ralentit. Quand l'investissement se ralentit, la croissance baisse. Sauf qu'en augmentant les taux, on donne à tous les épargnants du monde, à tous ceux qui détiennent de la monnaie, la certitude que, logiquement, ils ne perdront pas par rapport à l'inflation. Donc, ça veut dire quoi de façon implicite? Ça veut dire que la remontée des taux doit être supérieure au taux d'inflation. C'est obligatoire. Si les banques centrales remontent un peu les taux, mais ne vont pas jusqu'au taux d'inflation, tout ce qu'elles ont fait ne sert à rien, voire même a produit de l'effet négatif, renchérir le coût de l'investissement, sans rassurer l'investisseur qui risquerait sa perte monétaire. Donc, nous sommes bien dans cette logique où les banques centrales considèrent qu'il est absolument vital que les taux d'intérêt dépassent le taux d'inflation. C'est la raison pour laquelle 2022, augmentation ultra rapide, ultra violente, évidemment parallèle à la violence de la reprise d'inflation, des taux d'intérêt des banques centrales. Mais ce faisant, cela signifie quoi? Et c'est bien le facteur commun qu'on a sur l'ensemble du système bancaire, pas uniquement sur les 6 banques en difficulté qu'on vient d'évoquer. On a sur l'ensemble du système bancaire comme du système d'assurance un risque associé à la perte de valeur des actifs. Toutes les banques, toutes les compagnies d'assurance qui détiennent des créances, qui ont prêté à des taux très bas, ont évidemment des créances qui, entre guillemets, rapportent très peu quand on intègre l'inflation et quand on intègre évidemment son corollaire, c'est-à-dire la montée des taux. En étant très clair, ce qui s'est passé avec SVB, Silicon Valley Bank, c'est le fait que cette banque ne spéculait pas du tout dans des produits dangereux, au contraire, même elle achetait les produits les plus sûrs possibles, qui étaient les bons du Trésor américain à 10 ans. Sauf que ces bons du Trésor américain, s'ils ont été émis à un taux à 0,45, 0,50, à l'époque des taux très bas, alors qu'ils sont aujourd'hui proposés, les nouveaux bons sont proposés sur le marché à un taux à 4, 4,5, il est évident que si Silicon Valley Bank veut revendre ces bons du Trésor qu'elle détient parce qu'elle veut avoir de la liquidité, eh bien, évidemment, l'acheteur va décoter énormément la valeur du bon du Trésor en disant « Je suis désolé, moi, je préfère prendre un bon
actuel, avec une rémunération à 4%, qui est un peu en dessous de l'inflation, mais qui au moins est quand même beaucoup plus important que celui que vous me proposez à 0,5, qui déjà est beaucoup plus faible que le taux actuel et beaucoup plus faible que le taux d'inflation. Donc cette décote signifie que si la banque vend, si la compagnie d'assurance vend, elle encaisse une perte. Elle avait sur son bilan un bon à 100, elle récupère 70, elle doit mettre moins 30 dans ses comptes et dans son bilan. Alors on est d'accord évidemment que cette perte potentielle, on ne la constate que si on vend. C'est la raison pour laquelle, évidemment, hein, l'apaisement qui est revenu sur les marchés est un apaisement malgré tout, évidemment, qui peut avoir un petit relent d'inquiétude. Tous les marchés savent bien que si des banques ou des compagnies d'assurance doivent revendre des créances qu'elles détiennent aujourd'hui, elles auront la perte, forcément. Simplement, les bilans des structures financières, là encore, des éléments qu'on vous reverrez à l'Institut de haute finance autour justement des problématiques comptables, ces bilans ne sont pas ont tenu ce qu'on appelle mark-to-market, c'est-à-dire en valeur de marché associée notamment à ces fluctuations de taux. Ils sont tenus à un coût historique en disant tant que vous n'avez pas vendu, il n'y a pas de raison de faire imputer la perte sur les capitaux des banques ou des compagnies d'assurance. Donc tant qu'on ne vend pas, la perte n'est pas apparente, on a juste évidemment une perte de performance. Alors, perte de performance qui peu à peu va s'ajuster, c'est-à-dire au fur et à mesure que les anciens prêts sont remboursés à taux faible, on commence à recontracter, à reproposer des prêts à taux plus élevés, et donc on va avoir peu à peu l'amélioration de la performance. Mais c'est vrai qu'évidemment, on traîne pendant une période relativement longue ces bilans très décotés, cette performance moins forte. Dans l'univers bancaire, dans l'univers financier, on va avoir bien sûr cette rémunération associée à l'activité traditionnelle de prêt, mais on a aussi, donc si vous voulez, à côté des gains par interest, par le fait de percevoir des intérêts, on a les fees, ce qu'on appelle dans le système financier, c'est-à-dire la rémunération des services. Et donc, lorsque, je dirais, on va avoir beaucoup d'agitation, les banques peuvent avoir une partie de leur activité dans lesquelles on va avoir des fees importants, qui permettent de compenser les pertes qu'on a parce qu'on est très peu performant sur les prêts vieux avec taux d'intérêt faibles. Qui c'est qui fait des fees ? Par exemple, la banque d'investissement. Quel était le problème de la banque suisse, du Crédit Suisse, depuis longtemps ? C'était sa banque d'investissement, qui, par des pratiques très, très audacieuses, notamment depuis le rachat par Crédit Suisse de First Boston, qui était une banque américaine avec une réputation intéressante, mais de prise de risque importante. Donc, Crédit Suisse avait eu des politiques très audacieuses, prise de risque importante, notamment avec des fees, avec des prêts et avec des fees, et s'était retrouvé avec des pertes énormes, l'année dernière encore, 7,4 milliards de pertes pour Crédit Suisse, donc expliquant le fait qu'on considérait que cette banque comme fragile. Donc là, on avait bien cette fragilité potentielle, vous voyez, associée on a bien cette fragilité potentielle associée aux créances, évidemment, à la masse de dette. Quand on évoquait la masse de dette en circulation dans le monde, vous imaginez bien que sur les 330 000 milliards, on en a très, très peu en pourcentage qui ont été émis avec les nouveaux taux d'intérêt. L'immense majorité de la dette en circulation aujourd'hui est une dette qui a été émise au moment des taux bas. Donc, en fait, étant une perte potentielle. Cette perte n'apparaît que si on a besoin de liquidité. Et c'est là qu'intervient évidemment le problème de la confiance, puisque pourquoi une banque peut avoir besoin ou un besoin brutal de liquidité ? Parce que ses clients lui demandent cette liquidité. Et là, je parle bien des clients non pas qui cherchent à emprunter, mais des clients qui déposent. Et donc c'est là, bien sûr, que nous avons eu ce mécanisme, je dirais, qui s'est répété dans les trois cas, hein, donc aux États-Unis, en Suisse, et avec la Deutsche Bank, c'est-à-dire des mécanismes où on a le sentiment, réel ou non réel. Donc, en ce qui concerne les banques américaines, c'est clair, hein, c'est-à-dire que les clients avaient besoin de récupérer de la liquidité. On a été à un moment donné où les clients reprenaient $1 million à la seconde. Hein. Donc, effectivement, il faut trouver très, très vite du cash et qui explique pourquoi SVB a été obligé de vendre à perte massive ces bons du Trésor. Il est évident qu'en plus, quand vous arrivez en vendant énormément avec une question d'urgence absolue, l'acheteur comprend qu'il y a urgence et va donc négocier. Il est très fort pour négocier la décote du fait du faible taux d'intérêt.
On a eu le même principe avec le Crédit Suisse, qui depuis longtemps, je dirais depuis les déboires associés à, on va dire, de nombreuses approches hasardeuses, hein, en particulier 2 affaires qui ont fait perdre beaucoup d'argent à Crédit Suisse l'année dernière et l'année d'avant, Archegos, le fait d'avoir été très, très impliqué dans la faillite de ce hedge fund géré par quelqu'un qui a été considéré comme un génie de la finance et en même temps comme quelqu'un qui maintenant apparaît comme très sulfureux, c'est-à-dire M. Wang, Bill Wang. Et puis, d'autre part, je dirais une autre affaire dans laquelle Crédit Suisse a beaucoup perdu. Alors, ils avaient une exposition à 10 milliards, ils en ont récupéré 7, mais enfin, ils ont perdu 3. Sur Archegos, ils ont perdu au moins 5, peut-être 6 milliards. Donc, Greensill. Donc, ces deux expositions ont fait que Crédit Suisse perd beaucoup d'argent et donc entraîne des retraits massifs. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était une banque dont on disait la question de la liquidité peut se poser parce qu'elle est face à des retraits massifs, 160 milliards de retraits l'année dernière. Donc, on était très clairement dans la fragilité par rapport à ce que nous connaissons actuellement qui peut être hyper dangereuse. C'est-à-dire l'obligation pour Crédit Suisse de finalement être obligé de vendre des actifs, des créances à très bas taux et se retrouver exactement confronté au problème qu'a pu avoir SVB et donc de ce fait se retrouver en difficulté financière. Donc, connaissant ce contexte, la panique bancaire va venir du fait que, et évidemment, on voit là le battement d'aile du papillon qui entraîne un tremblement de terre de l'autre côté ou une tempête de l'autre côté de la Terre. C'est juste une petite interview du président de la Saudi National Bank qui, au cours de l'hiver, est devenu le premier actionnaire de Crédit Suisse, donc à hauteur de 9%. Donc, le président de la Saudi National Bank, interrogé sur Bloomberg sur le fait qu'il pourrait être amené à apporter des fonds propres pour compenser les pertes si jamais on se retrouvait avec un schéma comparable à celui des banques américaines. C'était juste une évocation d'une hypothèse. Il n'y avait strictement aucune information immédiate pouvant laisser penser que cette demande pourrait arriver auprès des actionnaires. Et là, la réponse du président est absolument non diplomatique, on va dire, et je dirais sans grande prudence. Il dit, 1, je ne veux pas, et 2, de toute façon, je ne peux pas d'un point de vue juridique et du point de vue des autorités prudentielles. Et ça va déclencher immédiatement la panique, c'est-à-dire les retraits, et donc le danger de plus en plus important, hein, donc la nécessité pour la banque de rechercher du financement en disant, mais je ne vais pas le trouver, ou je vais le trouver avec des pertes telles que je peux me retrouver en faillite. Sauf que là, évidemment, à la différence de SVB, c'est une banque systémique au niveau européen. Et donc, on va avoir les interventions politiques immédiates. Assez curieusement, on va dire, autant les autorités américaines ont mis du temps malgré tout, hein, quelques heures avant de bien prendre la mesure de la faillite de SVB. Et au départ, sont partis à nouveau sur des logiques, on va dire, plus politiques, en disant ce n'est pas aux contribuables de payer pour des expositions bancaires. Immédiatement, d'ailleurs, le relais qu'avait pu donner le président américain quand on lui a demandé d'intervenir très vite sur cette problématique des banques. Mais malgré tout, les autorités américaines ont été loin, c'est-à-dire que, par exemple, la Fed a décidé que les dépôts seraient garantis, donc la FDIC aux États-Unis, hein, qui est le régulateur sur les dépôts, la Fed et l'État fédéral, hein, c'est-à-dire Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, ont dit, en ce qui concerne les dépôts, normalement, c'est 250 000 $ maximum qui pourront être indemnisés en cas de faillite, mais là, ce sera nos limites, comme si c'était une banque systémique. Donc, il y a eu cette réaction, pas immédiate, hein, et il faut bien le souligner, après un certain nombre d'errements, mais néanmoins rapide. Les autorités suisses, elles, ne réagissaient pas. Et donc là, vous avez eu une inquiétude politique. L'inquiétude politique, elle est venue notamment du ministre français de l'économie, Monsieur le Maire, de Madame Yellen aux États-Unis, parce qu'on sait très bien que s'il y a une panique bancaire en Europe, elle remontera immédiatement aux États-Unis, et de Jeremy Hunt, donc les trois qui ont été en lien direct avec Monsieur Keller-Sutter, c'est-à-dire le ministre de l'économie suisse, en disant « vous devez régler ça ». Alors, de ce point de vue, d'ailleurs, on a eu une intervention de la première ministre française disant « c'est une affaire suisse, il faut absolument que les Suisses… » Je ne suis pas sûr que c'était une très bonne idée, dans ce contexte-là, on va dire, de mettre de l'huile sur le feu. Enfin bon, bref, passons. Donc là, les Suisses ont décidé finalement de gérer la crise, c'est-à-dire de proposer la liquidité. Et là, on revient bien sur la problématique majeure. La liquidité est très importante.
et puis ensuite d'obliger à la, je dirais à la fusion, mais on va dire à l'acquisition de Crédit Suisse par, on va dire, sa grande concurrente, qui a été elle-même sauvée in extremis en 2008 au moment de la grande crise financière, c'est-à-dire UBS. Donc là, Crédit Suisse qui avait perdu sa valeur de façon dramatique au cours en quelques heures. Donc on a eu un week-end complètement incroyable, surréaliste, où UBS a proposé au départ 1 milliard de francs suisses, c'est-à-dire une décote absolument gigantesque. Finalement, le deal s'est fait à 3 milliards et c'est fait avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire avec malgré tout, en dépit évidemment de la perte sèche qu'ont fait les actionnaires, malgré tout, avec une perte énorme supportée par, je dirais, ceux qui détiennent, je dirais, la garantie de dette, c'est-à-dire ce qu'on disait, les A Tier 1, j'ai évoqué tout à l'heure l'obligation de la BCE de considérer que cette approche suisse ne pouvait en aucun cas être considérée comme jurisprudence. Donc après A Tier 1, vous avez Tier 2, vous avez Low Tier 2, Upper Tier 2, et puis Tier 3, qui sont tous des dettes, mais qui sont assimilées éventuellement à des réserves en cas de difficulté de la banque, qui devront payer. Là, en l'occurrence, on a considéré qu'on était dans une situation exceptionnelle, que donc vous aviez une clause de non-viabilité autour de la banque. C'est la clause exacte. Donc, vous voyez typiquement des choses que nous, on va revoir au sein de l'Institut de haute finance. Cette clause de non-viabilité a fait qu'il était possible d'invoquer la perte de 16 milliards des AT1, donc des Tier 1, c'est-à-dire de ces dettes, alors que les actions n'avaient pas perdu la totalité. Très clairement, ce qui s'est produit, c'est une pression de l'Arabie saoudite qui est un très gros déposant auprès des banques suisses en disant « nous avons perdu beaucoup dans l'opération, nous sommes actionnaires de référence et donc nous demandons que nous soyons au moins en partie préservés ». Je dirais, c'est une présomption extrêmement forte que c'est comme ça que s'est faite la négociation. Peut-être d'ailleurs, la contrepartie de cette négociation, on l'a eu il y a 2 jours, avec la démission obligée du président de la Saudi National Bank, qui a été à l'origine de la panique. Juste pour terminer, et je vois, Jean, que vous êtes revenu sur l'écran, mais je vais terminer les 45 minutes de présentation rapide en évoquant la problématique très intéressante aussi de Deutsche Bank, qui est exactement dans la même logique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique la perte de valeur très, très brutale de Deutsche Bank sur les marchés, contaminant l'ensemble du système bancaire européen et par extension l'ensemble du système bancaire mondial? Ça a été le fait que Deutsche Bank a annoncé le remboursement anticipé d'une dette subordonnée qui normalement courait jusqu'à 2028. Donc la dette subordonnée, dans tout ce qu'on évoquait en risque de défaut bancaire, donc c'est également une garantie supplémentaire. Alors elle n'est pas considérée comme équivalent fonds propres, donc elle ne renforce pas les fonds propres comme c'est le cas de Tier 1, Tier 2 ou Tier 3. En revanche, du point de vue régulateur, elle est très clairement une barrière pour empêcher que les créanciers classiques et surtout les déposants puissent être touchés par une faillite. Donc le fait que la Deutsche Bank, dont on sait qu'elle est avec un certain nombre de faiblesses structurelles depuis plusieurs années, décide ce remboursement rapide des dettes subordonnées a inquiété. Ensuite, à partir de là, on a eu alors un problème sur, je dirais, ce qu'on appelle un CDS. Donc toujours, évidemment, là, je vous fais de la publicité pour l'Institut de haute finance, parce que tout ça sont des éléments, évidemment, que nous, on étudie et on explique comment ces mécanismes se mettent en place. Donc, le CDS de Deutsche Bank, bon, les CDS, Credit Default Swap, c'est des assurances en cas de défaut sur une dette. Donc, l'assureur peut être différent du prêteur, c'est-à-dire normalement le prêteur, c'est lui qui perd si jamais on ne rembourse pas, mais éventuellement, s'il n'y a pas de remboursement, il peut y avoir quelqu'un qui s'est substitué au prêteur, évidemment moyennant rémunération, c'est ce qu'on appelle effectivement le Credit Default Swap. Vous voyez, Credit Default, le défaut de crédit. Swap, ça veut dire qu'on échange la place, ce n'est plus le prêteur qui assume la perte. Lui, il aura assumé, si vous voulez, la non-liquidité, c'est lui qui a prêté, il n'a plus l'argent, il reçoit les taux d'intérêt, alors que le Credit Default Swap, celui qui détient le CDS, c'est lui qui va assumer la perte s'il y avait, par malheur, je dirais, une banqueroute de l'emprunteur à l'échéance du prêt. Et donc là, on a eu, sur un tout petit montant, 5 millions, mais 5 millions d'euros, donc une montée brutale
de la valeur du crédit default swap. Et donc, cette montée brutale, associée au remboursement de dettes subordonnées, c'était des crédits default swap qui étaient associés aux dettes subordonnées, justement. Donc, on a évidemment, les deux événements étaient reliés, donc a énormément inquiété en disant, est-ce que la Deutsche Bank, en fait, n'est pas confrontée au même problème de liquidité qu'on a connu en Suisse et qu'on a connu aux États-Unis, étant donné sa fragilité. Et donc, ce qui est interprété comme je cherche de la liquidité à tout prix parce que je crains de ne pas avoir d'actionnaires pour me rémunérer. Donc, d'où la perte énorme des valeurs en bourse, c'est-à-dire les actionnaires s'enfuient en disant attention, énorme danger. Elle a un risque d'illiquidité, elle cherche de la liquidité à tout prix et donc elle se fait rembourser tout de suite, je dirais, la dette subordonnée et monter de crédit default swap sur très peu, mais néanmoins qui affole le marché. Donc là, aujourd'hui, enfin hier, la Banque centrale européenne s'est vraiment lourdement inquiétée, presque en colère, que je dirais un petit CDS de 5 millions d'euros fasse perdre en quelques heures presque 2 milliards de valeur je dirais, à la banque Deutsche Bank. Hein. Donc en disant là, il y a vraiment un souci, en plus avec contamination sur l'ensemble du système européen. L'exigence maintenant, hein, on va avoir probablement des conséquences, c'est que ce monde des crédits default swap, là, en l'occurrence, qui était très spécifique, c'est-à-dire qui était nominal, qui était uniquement associé, non pas, ce n'est pas un produit générique, donc tout ça, évidemment, on le voit à l'Institut de Finance, mais un produit juste de la Deutsche Bank. Ce monde des crédits default swap ne se fait pas sur un marché organisé, mais se fait ce qu'on appelle de gré à gré en OTC, et donc est très peu liquide et avec très, très opaque. Et avec très peu, je dirais, de profondeur. C'est-à-dire que là, on est très, très sensible à des variations immédiates. Donc là, on est avec un certain nombre de conséquences en ligne, on le voit, qui peuvent avoir, je dirais, un certain nombre de retombées sur la manière dont on va gérer la haute finance au cours de l'année qui vient. Ce sera au cœur du programme de l'Institut de haute finance qui commence. Voilà. Je crois que j'ai fait ce point rapide, hein, Jean. Il y a évidemment beaucoup d'éléments. Je n'ai pas éludé, parce que hier, par exemple, on m'avait demandé des réactions, mais on attendait un tout petit peu autour. Je n'en ai pas parlé encore dans les médias hein, sur la problématique de la fraude fiscale. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Là encore, hein, attention, c'est une présomption de fraude. Surtout, il ne faut pas aller trop vite, je dirais, en la matière, qui n'est pas avérée. Et le but, justement, c'est de regarder si elle a lieu et si elle avait lieu, à combien elle se montrait. Et dans ce cas précis, évidemment, il ne s'agirait pas que ce type de perte, par exemple, s'il y avait une fraude fiscale importante, puisse affecter les fonds propres de façon trop violente des banques. Donc on voit bien, évidemment, qu'il peut y avoir un lien entre cette dernière actualité, donc elle, on va dire la plus chaude, la plus récente, et puis l'actualité bancaire qu'on évoquait tout à l'heure. Notez au passage hein, qu'avant que l'enquête véritablement n'apporte un certain nombre de conclusions, il faudra beaucoup de temps parce qu'il y a des quantités de données absolument gigantesques à traiter pour arriver à établir si véritablement il y aurait, dans le cas de cette présomption de fraude fiscale, des opérations qui seraient effectivement de nature illégale. Merci beaucoup Philippe de Sertine pour cet exposé sur les causes, les conséquences de la crise actuelle qui préoccupe beaucoup de nos internautes, hein, il faut le dire. Et on va passer à une série de questions si vous le voulez bien. Donc, on a eu des questions notamment de nos amis africains qui se sont connectés très nombreux et je vais essayer de résumer, qui s'inquiètent un petit peu des conséquences de cette crise, notamment sur l'économie africaine, sur le franc CFA, et sur les banques africaines. Voilà. Quelles pourraient être les conséquences pour cette zone-là? C'est une inquiétude qui remonte beaucoup chez nos amis internautes. Eh bien, vous voyez, on va dire c'est vraiment tout à fait le hasard. Il se trouve que ce matin, nous étions en soutenance avec Emmanuel Bouton, professeur à Nanterre et à l'Institut de haute finance. Nous étions en soutenance avec des banquiers africains qui terminaient leur cursus à l'Institut de haute finance. Et nous parlions justement de cette situation. Et donc là, la remontée actuelle, c'est de dire que, d'ailleurs, c'était un banquier donc ayant une vraie expérience, nous disant, en fait, comme en 2008, pour le moment, on n'a pas encore d'effet. Et il nous disait, les banques africaines, dans la précédente crise, n'ont pas eu l'effet immédiat, ils l'ont eu plus tard. Donc il disait, pour le moment, nous, on a été vraiment en calme
absolument totale. On n'a pas du tout été affecté du point de vue de la liquidité. Néanmoins, évidemment, il disait, bien sûr, les banques africaines peuvent être confrontées du fait de l'inflation mondiale et du fait aussi, attention, parce que le contexte africain est un contexte qui rajoute une spécificité, c'est-à-dire qu'une partie de l'épargne pour échapper à l'inflation qui pouvait exister sur le continent africain dans un certain nombre de pays avant la montée de l'inflation mondiale, ou pour échapper à l'instabilité monétaire d'un certain nombre de monnaies africaines, faisait qu'une partie de l'épargne, une partie de l'investissement se faisait dans des monnaies internationales comme l'euro ou le dollar, donc à l'abri de l'inflation. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte, on va dire, de dérivation du système financier africain pour ce qui, évidemment, avait un certain nombre d'inconvénients, puisque ça signifie qu'il y avait des inconvénients massifs en termes d'investissements locaux, mais qui permettaient à l'épargnant d'être à l'abri de l'inflation. Là, bien sûr, on est maintenant dans une situation où il n'y a plus d'endroit où il n'y a pas d'inflation. Donc l'inflation est partout. Et donc, par conséquent, on est avec une exposition au risque des actifs bancaires et des actifs financiers qui est généralisée. Donc, il y a bien une problématique potentielle sur le système bancaire africain, comme sur tout le système mondial. Il n'y a pas d'exception à donner, mais il n'y a pas non plus, évidemment, je dirais, d'inquiétude spécifique. Tant que le système financier mondial n'entre pas en crise grave, et là, pour le moment, on voit évidemment que les autorités financières et monétaires ont tout mis en œuvre pour que, ce qui est, répétons-le, est au cœur du problème, c'est-à-dire une éventuelle crise de liquidité ne se produise pas. Peut-être, je ne l'ai pas évoqué, on a eu un accord entre les 5 plus grandes banques centrales mondiales, un accord la semaine dernière, pour avoir justement une liquidité qui circule, notamment en dollars, puisque ça avait été un des problèmes autour de la crise 2008, puis de la crise je dirais, des dettes publiques en 2011, donc pour qu'il n'y ait pas de risque de raréfaction du dollar dans un système financier. Donc là, les autorités monétaires, je dirais toutes les grandes banques centrales, en particulier la BCE, je voyais tout à l'heure pourquoi la BCE n'a pas réagi ici, et la BCE réagit exactement en conformité là, justement à cette problématique, assurer la liquidité. Et à côté de ça, la BCE a continué, donc il y a quelques jours, en dépit de ces difficultés, la BCE a décidé d'augmenter, alors que le marché anticipait plutôt que ce ne soit pas le cas, a décidé d'augmenter ses taux comme prévu de 50 points de base, en disant on doit continuer à récupérer le niveau de l'inflation en zone euro. On espère que l'inflation ralentit et que par conséquent, ces augmentations de taux sont suffisantes pour que nos taux soient a priori supérieurs à l'inflation. Bien entendu, si l'inflation continue à être forte, on a eu des chiffres qui n'étaient pas bons la semaine dernière sur l'inflation anglaise, à partir du moment où l'inflation continuerait, l'augmentation des taux se poursuivrait et donc ce facteur de fragilité des bilans financiers, banques et assurances, serait toujours présent. Bien, effectivement, et Joseph nous posait aussi la question suivante concernant la zone de franc CFA. Est-ce qu'il peut y avoir un impact de cette crise sur les taux de remboursement des dettes des pays de la zone CFA, franc CFA? Alors, je dirais directement non, sauf évidemment lorsque vous êtes avec un emprunt à taux variable, auquel cas là, oui, puisque la propagation de l'augmentation des taux se fait partout dans le monde. Et donc signifie évidemment que, notamment du point de vue du franc CFA, qui est connecté aux marchés internationaux, l'augmentation des taux est répercutée. Alors, même là, lorsque les banques centrales des pays ne bougeraient pas leurs propres taux, de toute façon, vous allez avoir un impact par le refinancement sur les marchés mondiaux. Donc, l'augmentation des taux, oui, incontestablement, elle apparaîtra à ce niveau-là. Et donc, évidemment, avec des conséquences en termes de renchérissement de l'investissement. C'est pour ça, d'ailleurs, que, vous voyez, du point de vue pratique, on peut dire que pour ceux qui ont, et notamment parmi nos auditeurs, des personnes qui seraient en préparation d'investissement et en ayant bouclé leur financement, il est incontestable que là, actuellement, il faut prendre les taux qui sont proposés. Quitte, je l'avais signalé, je crois, la dernière fois, à ce que vous ayez bien dans vos contrats d'emprunt, notamment pour des entreprises ou des grands projets,
des clauses de révision avec, on va dire, le moins de pénalités ou pas de pénalité du tout, hein, c'est-à-dire des clauses de révision des taux en cas, par exemple, de diminution de l'inflation et de diminution des taux d'intérêt. Mais actuellement, il est évident qu'on va vers une propagation de l'augmentation des taux sur l'ensemble, je dirais, de la planète finance, et que par conséquent, si on a encore le bénéfice de taux relativement faibles par rapport à l'inflation, il ne faut surtout pas hésiter à les prendre tout de suite. Je vois d'ailleurs une question au passage en disant est-ce qu'il faut s'attendre à un effondrement d'investissement? Non, l'effondrement d'investissement il proviendrait du fait qu'on aurait une inflation énorme par rapport au taux d'intérêt. Le but d'avoir les taux qui montent justement est de permettre malgré tout à l'investissement de se maintenir, même s'il s'affaiblit. On est bien dans un ralentissement de la croissance, donc on est bien dans le processus de ralentissement de croissance qu'on pouvait envisager, je dirais, de redouter, mais c'était une certitude. On est bien dans cette logique-là, même si nous ne sommes pas en récession, donc ce ralentissement, pour le moment, est relativement maîtrisé. Grâce à quoi? Grâce notamment à la relance chinoise. La Chine a sa croissance qui est repartie fort depuis la sortie du lockout, de la fermeture associée au zéro Covid, et que du coup, elle traîne la croissance mondiale, et du coup, elle permet notamment, par exemple, à l'Allemagne de ne pas se retrouver en récession comme on le redoutait il y a quelque temps. N'oublions pas l'importance de la Chine. On a tendance, effectivement, dans le cadre géopolitique, à stigmatiser, évidemment, la Chine sur un certain nombre de points, et souvent à juste titre. Pensons par exemple à ce qui se passe dans le rapprochement avec la Russie. Néanmoins, nous sommes très dépendants toujours, évidemment, de la croissance chinoise, de la croissance asiatique, qui va être très, très fortement supérieure à la croissance occidentale pendant toute l'année qui vient. On avait alors une autre question aussi qui touche un petit peu le continent africain, mais d'une certaine manière, c'est que l'ancien patron en fait du Crédit Suisse était le polytechnicien franco-ivoirien Tidjane Thiam, qui a été démis de ses fonctions en 2020, je crois. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques articles qui sont parus, notamment sur Internet, dans la presse spécialisée, en disant alors, il n'y a que… pas eu que lui, hein. Pardon? Il n'y a pas eu que lui. Hein. Ça a été, je dirais, il y a eu vraiment une valse des dirigeants du point de vue du Crédit Suisse. Hein, et donc, ce n'est pas son caractère. Absolument. Mais est-ce qu'il avait une part de responsabilité, lui, pendant les 5 ans? Je crois que, si vous voulez, par rapport la chaîne de responsabilité sur les mésaventures du Crédit Suisse a été en partie identifiée. Et donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont été débarquées, on va dire, hein, ou en tout cas qui on a demandé de démissionner. Mais je crois après qu'il faut bien comprendre que le Crédit Suisse, avant cette mésaventure terrible, hein, on peut dire vraiment que là, pour le coup, c'est vraiment Internet et une interview qui ont donné lieu à cette déconfiture. Le Crédit Suisse était en restructuration très profonde. C'est-à-dire qu'en réalité, le Crédit Suisse était en train de sortir de toutes ses activités risquées. Et que par conséquent, un certain nombre de managers qui étaient présents dans cette entreprise, dans cette banque de plus de 50 000 personnes, donc il y avait déjà un plan de réduction d'effectifs de plus de 9 000 personnes dans le Crédit Suisse avant la semaine dernière. Et donc, ce qui signifie effectivement qu'un certain nombre de managers n'étaient plus, entre guillemets, adaptés à ce qu'allait être la définition du Crédit Suisse. En particulier, Crédit Suisse sortait massivement de sa banque d'investissement à l'origine, je dirais, d'un certain nombre de problèmes. Alors, notons quand même, évidemment, qu'avant la déconfiture, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, le Crédit Suisse avait signalé, il y a 15 jours, par conséquent, un certain nombre de défauts dans sa représentation du risque. Et on sait bien que dans le système bancaire, toujours, ce sont des choses que l'on voit, nous, du point de vue de l'IFI, donc ce qu'on appelle, je dirais, la gestion actif-passif, ALM, donc Asset Liabilities Management. La question de la gestion du risque est capitale. L'identification du risque au niveau des actifs et la correspondance des financements qu'on met en face est évidemment quelque chose d'essentiel. Lorsque le Crédit Suisse avait annoncé qu'il y avait quelques problèmes dans la représentation de son risque, associé en plus avec donc tout ça, c'est des choses. Vous voyez, nous, c'est des choses. On travaille. On a je dirais dans l'Institut de haute finance, par exemple, un séminaire sur la communication financière. Là, la leçon sur le Crédit Suisse, par exemple, c'est que ils ont mis beaucoup de temps à sortir leur rapport annuel. On était en train de dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, bon, et après ils mettent du temps à le sortir, puis ils disent oui, on doit reconnaître qu'on a quand même quelques défauts dans la gestion de notre risque. Tout ça évidemment n'était pas du tout des choses très favorables et qui font bien sûr que les responsables dans ce cas-là souvent ils doivent assumer le fait que la banque fonctionne pas comme elle devrait.
hein. Et donc, il y a eu, oui, c'est vrai, je dirais, une valse en termes des dirigeants. Notons au passage que d'ailleurs Sergio Hernoto, hein, donc, qui est le dirigeant historique de HBS, a été vient d'être, pardon, de UBS, excusez-moi, de UBS, vient d'être rappelé ce matin, hein. C'est lui qui va reprendre UBS, parce que c'est vrai que la fusion maintenant de cette banque géante, hein, qui va avoir plus de 5 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, 120 000 personnes, va être quelque chose de très compliqué, et que là aussi, probablement, il va falloir un dirigeant spécifique pour gérer cet énorme défi. On va dire les marchés où l'actualité maintenant est passée un peu, mais malgré tout, hein, on peut considérer que c'est... Vous voyez, l'ambassadeur américain en Suisse disait il y a une semaine que c'était la plus grave crise que la Suisse ait vécue depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, quand même. Donc, c'est vraiment pas rien. Et là, c'est vrai, évidemment, que dans ce cas-là, c'est normal qu'un certain nombre de dirigeants fassent les frais, on va dire, de ces déconfitures. Bien sûr. Est-ce que le nom Crédit Suisse risque-t-il de disparaître? C'est une question de Lansana. Non, 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 sans doute pas. Non. Enfin, on verra après comment UBS... Il n'y a pas d'intérêt. Non, ils ont intérêt à garder, hein, mais en revanche, un certain nombre d'opérations gérées par le Crédit Suisse vont être transférées, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'opérations que faisait le Crédit Suisse, et là on était déjà dans cette procédure depuis de nombreux mois, le Crédit Suisse se détachait d'un certain nombre d'activités où traditionnellement il était présent. Une autre question, c'était Damien qui se posait la question suivante, qui disait, mais on a connu des situations inflationnistes dans le passé, très très graves, et il n'y avait pas eu ces mêmes répercussions dans le système bancaire. Alors pourquoi ça apparaît maintenant? Si, à chaque fois, enfin, alors, le problème, c'est souvent le changement de régime, ce qu'on va dire, hein, c'est-à-dire que quand vous avez la montée de l'inflation, montée des taux, c'est ce qu'on évoquait là, c'est-à-dire le fait que vous avez des éléments qui proviennent du passé, qui restent là. Mais cela étant, vous voyez par exemple la crise de 2008, elle arrive elle aussi après une remontée des taux. C'est-à-dire, là aussi, si on regarde pourquoi on a eu la crise en 2007 qui commence, nous on était à New York avec l'Institut de haute finance au printemps 2007, alors qu'on nous annonçait, et j'ai fait des conférences à ce moment-là, il faut dire à quel point quand on est à l'IFI, on peut gagner de l'argent juste parce qu'on apprend. Au mois de mars 2007, donc bien avant le déclenchement de la crise, on avait beaucoup de banquiers à New York qui nous avaient dit, attention, on a un vrai risque sur les subprimes. Pourquoi? Parce que les taux remontent. La remontée des taux entraînait mécaniquement une baisse de valeur de l'immobilier et avait commencé à créer ces problématiques bancaires. C'est-à-dire que le problème de variation des taux par rapport à une situation, évidemment la notion de remontée des taux, est toujours une situation qui fragilise le système bancaire. Alors, en 2006-2005, quand l'administration de W. Bush voulait faire ce qu'ils appelaient un atterrissage en douceur, un soft landing en remontant doucement les taux d'intérêt, n'était pas associé à de l'inflation, était associé à un risque de surchauffe de l'économie américaine. Mais l'inflation brutale provoque toujours une remontée des taux qui toujours provoque une fragilité du monde financier, du monde bancaire. C'est quelque chose qu'on trouve toujours. Et là, pour le coup, dans l'histoire, on a vraiment des moments de très graves crises autour du système bancaire, toujours associés à des situations comme celle-là. Juste d'ailleurs, ni l'auteur, ni le pays, ni la banque, mais enfin d'ailleurs, en l'occurrence, ce n'était pas un banquier, mais ce matin, dans les soutenances que nous avons gérées avec Emmanuel Boutron, il y avait notamment justement une étude faite sur les composantes de l'inflation dans un pays d'Afrique, donc avec évidemment beaucoup de conséquences en termes financiers. Donc, il faut absolument venir à l'Institut de haute finance. D'ailleurs, Sébastien... Cette conférence vous a intéressé, il n'y a aucun doute. De Yaoundé, Sébastien nous écrit de Yaoundé, il demande comment puis-je m'y inscrire. Voilà, il est très motivé. Merci Sébastien, on va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, Christiane nous pose une question très terre-à-terre, hein, les chefs d'entreprise. Que doivent faire les entreprises et les entrepreneurs devant une crise pareille? Quelle réaction? Je dirais donc, bon, il faut être très clair, hein, le risque de propagation sur l'économie réelle, aujourd'hui, il n'existe plus, parce que quoi qu'il arrive, on sauvera le système financier. Et s'il reprend une terminologie très française, quoi qu'il en coûte. Ou à la limite, ceux qui doivent s'inquiéter, c'est plutôt les contribuables français, hein, ou européens, parce que ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur la Suisse, les sommes en jeu sont immédiatement des sommes absolument gigantesques. Et que donc, effectivement, les États, lorsqu'ils doivent les mettre sur la table, devront ensuite les assumer. En général, ça s'assume par des augmentations d'impôts. En revanche, les entreprises doivent avoir une vraie réflexion. Là encore, c'est des choses qu'on voit à l'Institut de haute finance sur la situation
d'inflation sur la situation d'augmentation des taux. Ce que je disais tout à l'heure sur l'augmentation des taux, faire des prêts dès que possible. Mais en ce qui concerne la trésorerie, par exemple, avoir une vraie réflexion. Le cash, du coup, devient, je dirais, quelque chose aujourd'hui qui est source de perte. Quand vous avez de l'inflation, ça veut dire que vous perdez de la valeur, alors peut-être pas en euros courants, mais en euros constants, c'est-à-dire en représentation de valeur économique, vous avez une perte. Donc là, ça veut dire en effet qu'il doit y avoir une vraie réflexion des entreprises. De la même façon, l'inflation, c'est en réalité donc la perte de valeur quand le temps passe. Par conséquent, ça pose la question cruciale du raccourcissement des délais. Plus vous raccourcissez les délais, plus vous raccourcissez votre exposition au risque monétaire, plus vous atténuez votre risque inflationniste. Pour tous les types d'entreprises, tous les secteurs, il y a une vraie réflexion qui doit se poser. Et puis, bien sûr, évidemment, l'inflation nous amène à une vraie question sur les marges, hein, puisqu'il est indispensable d'augmenter les prix quand vous augmentez les coûts. Et malheureusement, on a un certain nombre d'entreprises ou de secteurs d'activité qui, sortant d'une très belle période en 2022, ne sont peut-être pas assez attentifs au pincement des marges qu'ils sont en train de subir. Ils ne le voient pas encore parce qu'ils ne sont pas en danger, mais attention, l'inflation peut causer très très vite des difficultés parce que les coûts peuvent augmenter de façon très forte. On l'a vu avec évidemment l'énergie l'année dernière. Hein, quand vous avez une augmentation de 400 ou 600%, d'un seul coup, ça peut vraiment avoir une énorme conséquence sur vos marges. Une petite question de Michel, c'était sur le Crédit Suisse et l'impact sur le franc suisse. Pourquoi pas d'impact? Alors, c'est une très… Donc, donc, le Crédit Suisse et UBS sont deux énormes banques suisses. Le secteur financier est très important. Alors, même si, attention, la Suisse a une industrie, une économie florissante, et notamment une économie très intégrée à l'économie européenne, avec une économie de très forte valeur ajoutée. Néanmoins, dans son PIB, il y a un impact très lourd de la finance. Et donc, bien sûr, le sauvetage de Crédit Suisse permet de considérer que… D'ailleurs, hein, je dirais l'ensemble UBS aujourd'hui se porte beaucoup mieux en bourse, mais je dirais du point de vue de l'économie suisse, donc du PIB suisse, on peut avoir une conséquence. Et une monnaie, elle est d'abord ancrée sur la création de richesse de son économie. Ensuite, sur sa demande du point de vue international, ce qui est le cas du franc suisse, qui est une monnaie de réserve, qui est une monnaie, on va dire même de refuge en cas de crise internationale. Mais il est évident que si l'État suisse donc était obligé d'émettre de la monnaie, émettre de la dette pour rembourser des pertes associées à ces banques, là, on aurait évidemment le risque d'affaiblissement de la monnaie. Bon, on n'en est pas là puisque les réserves de l'État suisse, qui est un État extrêmement bien géré, sont suffisantes pour qu'il n'y ait pas de risque immédiat sur le franc suisse lui-même. Allez, deux dernières questions, parce que ça fait déjà 1h06 hein, que nous sommes ensemble, professeur De Sertine, donc directeur de l'Institut de haute finance. Une question sur… est-ce qu'on va s'attendre à des augmentations de capital dans les banques françaises? C'est Christophe François qui posait cette question. Pour le moment, non, on est à des niveaux de fonds propres qui sont largement suffisants. En plus, les banques françaises ont engrangé des bénéfices, et donc les bénéfices, quand ils ne sont pas redistribués en totalité ou en partie, permettent d'augmenter les fonds propres. Donc, on est dans une situation qui est très saine du point de vue des banques françaises. Elles sont très largement au-dessus des exigences de la régulation en termes de risque. Et donc, actuellement, il n'y a pas de nécessité et pas d'obligation par rapport à la situation internationale. D'autre part, on va dire, il n'y a pas non plus d'opération de croissance ou de choses de ce genre qui le justifieraient. Donc, actuellement, ça n'est pas à l'ordre du jour et il n'y a pas de raison pour que ça le soit à court terme. Absolument, absolument. Est-ce qu'il risque d'y avoir un écart entre le PIB et la dette avec ces sauvetages permanents de banques? Est-ce que c'était une question… Non, là, on n'est pas encore sur des montants, on n'est pas sur des montants comparables à ceux qu'on a connus dans les grandes crises. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les autorités interviennent très, très vite. Parce que finalement, on est quand même… Alors, évidemment, sur la Suisse, c'était plus significatif, là, c'est vrai. Mais, par exemple, sur les États-Unis, on est encore très, très loin d'avoir, je dirais, des dépenses publiques associées à un sauvetage des banques qui pourraient remettre en cause la problématique monnaie en circulation par rapport au PIB. Donc, on n'est pas du tout dans cette situation. Je dirais, c'est parce que justement, on a compris qu'il pouvait y avoir un risque que désormais, les autorités réagissent très, très, très vite et que les autorités, on le voit, hein, ce qu'on disait, c'est-à-dire c'était Janet Yellen
secrétaire d'État au Trésor, donc on va dire la politique, bon, évidemment qui elle-même est ancienne patronne de la Fed, donc elle connaît très très bien le sujet, le patron de la Fed, donc Powell, et je dirais le patron de FDIC, c'est-à-dire du régulateur sur les déposants qui sont à la manœuvre. C'est-à-dire on voit bien que là, très très vite, les autorités politiques et la régulation monétaire prennent la mesure du problème. Bon, ça a été un peu, on a aussi eu la même triplette en Suisse, puisque on avait la Banque nationale suisse, on avait la FINMA, c'est-à-dire l'organisme de régulation, et puis on avait le DFF, c'est-à-dire le département fédéral de la finance, c'est-à-dire le ministère. Donc on avait bien aussi avec ce triplé représentant à quel point les autorités politiques, avec les autorités monétaires, veulent éviter à tout prix une propagation. Très bien. Bah, écoutez, Philippe de Sertine, bientôt 1h10 que nous sommes ensemble. En tout cas, je pense qu'on va arrêter ce webinaire d'information, ce webinaire d'actualité IFG Live concernant effectivement cette problématique de ces faillites de banques que l'on connaît aujourd'hui donc aux États-Unis puis en Europe, donc voir un petit peu quelles en seraient les conséquences. En tout cas, je pense que vous avez pu expliquer et rassurer aussi certains de nos internautes qui se posaient de grandes questions par rapport à ça, notamment sur le continent africain. Voilà, on ne peut qu'encourager nos amis qui nous ont écoutés de venir s'inscrire à l'Institut d'Haute Finance. Ils verront tout ça de près, ils toucheront tout ça de près. Ça leur permettra certainement d'anticiper un petit peu tout ça, effectivement, et de travailler ces questions directement avec vous, avec toute votre équipe autour de l'Institut d'Haute Finance, et de devancer un petit peu ces crises. Il y en a eu, il y en aura d'autres certainement, effectivement. Donc, on sera toujours là, en tout cas, à l'Institut d'Haute Finance pour venir échanger avec tous nos amis, pas que des gens de l'IFI, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde, pour pouvoir échanger un petit peu sur ces thématiques-là, sur ces impacts qui peuvent être extrêmement importants, extrêmement dangereux, c'est vrai, on l'a connu dans le passé, on a toujours peur dès qu'il y a un soubresaut, c'est ce que vous appeliez, Philippe, l'effet papillon, la théorie du chaos, voilà, un petit peu tout ça. En tout cas, on va sortir de ce chaos. Je voudrais remercier tous les internautes qui se sont manifestés par leurs questions et par leur présence au cours de ce long webinaire. Vous remerciez, Philippe, toujours de votre présence et effectivement de votre pédagogie pour expliquer les choses très simplement. Ça, c'est extrêmement important. Je crois que ça a été apprécié par l'ensemble de nos amis qui se sont connectés, très nombreux aujourd'hui. Un grand merci. Il y en aura d'autres. Vous interviendrez sur d'autres thématiques, bien sûr, liées à ces crises financières, ces différentes bulles, tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde entier. Donc, on est là pour ça à l'Institut d'Haute Finance. En tout cas, un grand merci, Philippe. Alors, merci à vous. Je remercie nos équipes de l'IFG qui sont très réactives, parce que c'est vrai que vous voyez, quand l'actualité est brûlante comme ça, nous décidons très vite de faire ce point d'actualité. Merci à toutes les équipes d'avoir été aussi réactives pour le mettre en place. Voilà. Je citerai effectivement Stéphanie, Angélique, Axel, notamment des services communication qui ont été très réactifs pour vous permettre, effectivement, je m'adresse à nos amis, de venir écouter le professeur de Sertine sur cette thématique-là. En tout cas, un grand merci Philippe, merci à toutes et à tous. Voilà, on va se quitter. Nous sommes en direct de la Défense, Cœur Défense, bâtiment Cœur Défense, avec Philippe, donc dans les locaux de l'Institut français de gestion et de sa marque phare, l'Institut de Haute Finance. Voilà, on vous souhaite nombreux. Il y a des prochains lancements. N'hésitez pas à nous contacter pour vous y inscrire. En tout cas, un grand merci. Grand merci Philippe, grand merci à toutes et à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire d'actualité sur ces thématiques-là. Merci Philippe. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.